Bonjour, bienvenue dans notre podcast qui va à la découverte du groupe Impérial, de ses projets et de ses talents. Je suis Mélanie Mantel, directrice du capital humain et de la RSE du groupe. Dans ce podcast, je vous propose des moments d'échange pour aller à la rencontre des hommes et des femmes qui, par leur métier, par leur talent au sein de notre mutuelle, se mettent au service de la transformation de la fonction publique, au service de ses agents et du monde de la jeunesse, et agissent concrètement comme partenaires de vie de nos adhérents. Ensemble, nous allons découvrir 1001 talents qui chaque jour contribuent à faire bouger le monde de la santé. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai le plaisir d'échanger avec Fabienne Cournary, directrice de Prévention Plurielle depuis mai 2023. Cette cause est importante pour notre groupe, qui, je le rappelle, compte 67% de collaboratrices. Bonjour Fabienne. Bonjour Mélanie. Comment vas-tu ? Mais parfaitement bien. Alors, je suis très heureuse de t'accueillir pour la Journée internationale du droit des femmes. J'aimerais commencer par te poser cette question. Pourquoi c'est important pour toi, cette Journée internationale du droit des femmes ? Je pense que les femmes contribuent fortement à notre société. Et il se trouve qu'en termes de santé, la physiologie des femmes est différente de celle des hommes. Donc il y a des particularités. Donc les soins, l'accompagnement doit être adapté. Donc c'est important de considérer la santé pour les femmes. Avant de rentrer dans le sujet de notre podcast, j'aimerais revenir sur ton parcours rapidement, en quelques mots. Côté diplôme, tu es docteur en pharmacie, ancienne interne des hôpitaux de Paris, docteur en sciences pharmaceutiques. Côté carrière, tu la mènes dans l'univers de la santé, en recherche et innovation essentiellement. Tu as vécu une expérience personnelle transformante, un tremblement de terre au Népal en 2015, Oui, tout à fait. qui t'a notamment amené à créer une association humanitaire, et tu effectues depuis de nombreux voyages au Népal et en Inde, on en parlera un petit peu plus tard. Et aujourd'hui, tu t'intéresses à la santé dans sa globalité, au lien entre le corps et l'esprit. Tu as d'ailleurs obtenu un diplôme universitaire Mindfulness de la faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre. Et c'est en ayant tout ça dans ton bagage que tu as décidé en 2023 de rejoindre Prévention Plurielle. Alors raconte-nous ce qui, d'après toi, est important, ce qu'il faut qu'on sache pour comprendre ton parcours. Tout d'abord, merci Mélanie de me donner la parole. Mon parcours se nourrit d'un besoin de comprendre et d'avoir un impact et m'amène aujourd'hui à une convergence de ma vie professionnelle et personnelle qui se nourrissent l'une de l'autre. Je dirais que c'est un cheminement vers un changement dans ma relation au monde et surtout ma relation à moi-même. Changement de perspective et notamment une évolution dans ma vision de la santé. J'ai au fur et à mesure de mes expériences appris à reprendre le contrôle de ma vie et en même temps à lâcher prise. Ça peut paraître contradictoire, mais avec cette notion d'acceptation et de changement d'attitude mentale, reprendre le contrôle, c'est devenir l'acteur de sa vie, se mettre dans un positionnement où l'on est responsable. Je précise bien pas coupable, il faut différencier responsabilité de culpabilité. Donc ça veut dire ne pas rejeter sur une tierce personne tous ses problèmes et ne pas attendre non plus qu'une tierce personne puisse résoudre tout à notre place. Dans notre société, si je m'en réfère à la santé, on compte beaucoup sur la médecine pour nous guérir de tout. C'est ce qu'André Comte-Sponville appelle le panmédicalisme. Au cours de mon cheminement, j'ai pu saisir systématiquement et sans hésiter ce que la vie m'a présenté. J'essaie de transformer mes expériences malheureuses, même douloureuses, il y en a eu, en capitalisant sur mes échecs pour franchir des étapes. Je recommande d'ailleurs la lecture du livre Les vertus de l'échec de Charles Pépin. Certains événements ou certaines personnes nous permettent de passer une porte et l'on se retrouve dans une phase de vie et ça, j'ai vraiment pu l'expérimenter. C'est aussi un parcours un peu d'engagement pour les autres et aussi d'engagement pour ce en quoi je crois. Ce qui m'anime aujourd'hui étant d'avoir un impact en santé. Enfin, de ce parcours, j'ai compris qu'il ne servait à rien de trop planifier sa vie, parce que finalement, tout ce que j'avais imaginé au départ ne s'est pas du tout déroulé comme cela, et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, je vis beaucoup plus dans l'instant présent, sans ruminer le passé, sans trop m'angoisser sur l'avenir, et j'accorde surtout moins d'importance aux événements perturbateurs. J'ai ainsi diminué ma charge mentale. C'est très libérateur et je me sens beaucoup plus légère. Mais c'est un très long voyage que je poursuis encore aujourd'hui. Merci Fabienne, c'est très philosophique ce que tu évoques, tu as même cité André Comte-Sponville ou Charles Pépin. Alors du coup, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans le sujet. Est-ce que tu peux illustrer ton propos pour nous aider à comprendre ce cheminement ? Alors, ce parcours, je l'avais imaginé, je dirais, classique, sans avoir fait de véritable plan.
J'ai débuté des études de pharmacie, c'était un vrai choix. J'avais envie de comprendre le mécanisme d'action des médicaments, comment ça fonctionnait dans le corps. Je souhaitais faire officine, car j'aime bien le contact avec les autres. Et aussi, on m'avait dit que l'industrie, c'était trop dur pour les femmes à l'époque. Alors ça peut faire rire aujourd'hui, bon, c'était il y a 30 ans. Officine, rappelle-nous ce que c'est. Alors c'est la pharmacie, c'est le magasin, enfin on appelle ça Oui, une officine, merci. donc qui vend des médicaments. C'est la filière la plus courte de pharmacie. Et alors justement au cours de ce cursus, j'ai ressenti le besoin d'approfondir mes connaissances et je me suis pas arrêtée à l'officine. Bah, finalement j'ai poursuivi, il y avait une option internat. L'internat c'est 4 années à l'hôpital, donc c'est un concours, on change de poste tous les 6 mois. Donc il faut savoir s'adapter. Donc c'est déjà un grand apprentissage, de la vie. L'internat, ça mène essentiellement à pharmacien hospitalier et quand j'ai commencé à poursuivre cette expérience, on m'a dit que pour devenir pharmacien hospitalier, c'était sur dossier, c'était bien d'avoir des publications scientifiques. Donc j'ai fait un DEA, voilà, pour avoir une publication. À la fin du DEA, on m'a proposé un sujet de thèse et finalement j'ai fait une thèse. Donc c'était 5 années, supplémentaires, parce qu'en plus je faisais en parallèle, cet internat. D'accord. Donc c'est ça que j'entends par finalement rien s'est déroulé comme je l'avais prévu parce qu'au fur et à mesure des opportunités de la vie, j'ai changé et je me suis toujours réadaptée. Alors après cette expérience dans le secteur public, j'ai finalement rejoint l'industrie pharmaceutique, ce que je voulais éviter, au départ. Mais ça s'est très bien passé, peut-être aussi parce que je ne voyais pas pourquoi il y aurait une différence, parce que j'étais une femme et donc je pense que mon attitude mentale positive a fait en sorte que mes expériences ont été positives et je suis persuadée aujourd'hui que notre attitude mentale, finalement, nous amène à vivre des expériences qui nous confortent dans ce que nous pensons à l'origine. Donc si c'est pas un problème pour toi d'être une femme dans un monde plus masculin, alors c'est pas un problème pour ton environnement, c'est ça que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que quand on laisse le doute installer, peut-être, si on n'est pas assez sûr de soi ou pas assez sûr de quelque chose, oui, le doute s'installe et finalement, d'autres, expériences plus négatives peuvent, rentrer dans cette brèche. Ouais. Tu laisses une faille ou pas de faille? Et dans ce cas-là, en face de toi, la posture s'adapte. Tout à fait. Ouais. C'est ce que je pense. C'est pas forcément vrai systématiquement, mais et ce que je tire de l'enseignement de mon parcours, c'est de pas rester bloqué sur ses croyances, ses certitudes, être ouvert à la nouveauté. J'ai d'ailleurs une grande appétence pour le changement qui, pour moi, amène un renouveau important. Et finalement, ce besoin que j'ai de comprendre et d'explorer, m'ont amené à effectuer une trajectoire particulière parce que j'ai un parcours transdisciplinaire, transsectoriel, avec des métiers différents dans des environnements aux cultures différentes, que ce soit biotech, industrie pharmaceutique, associations professionnelles, fondations, et cetera. Ce qui m'a amené à exercer en santé humaine, en santé animale et donc à élargir largement la vision initiale que j'avais de la santé, ma propre vision, plus celle que j'ai eue au cours de mon cursus. Alors tu parles de ton parcours un petit peu différent dans l'univers professionnel, tu parles de ton besoin d'explorer. J'ai mentionné tout à l'heure le fait que tu sois allé au Népal en 2015. Qu'est-ce qui t'a emmené aussi loin à cette époque? Changer de rythme, expérimenter la liberté de rompre avec les contraintes d'une vie citadine, réglée, confortable, la volonté d'explorer et je dois dire le challenge sportif puisque initialement mon objectif était d'aller au camp de base de l'Everest. Avec du recul, je pense qu'inconsciemment, j'initiais déjà une transformation personnelle. Je commençais à vivre pleinement en laissant mes peurs de côté. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup là-bas, alors que tu y étais? Un tremblement de terre. Je souris, mais c'était un drame humanitaire. 8 000 morts, 25 000 blessés, des milliers de sans-abri et le sentiment de vivre quelque chose d'unique et donc de devoir en faire quelque chose. J'ai expérimenté la terreur. Sur le moment, je n'ai pas compris que c'était un tremblement de terre et les vibrations de la terre étaient tellement violentes que j'avais mal au cerveau. Je me suis demandé si j'allais mourir, je me suis demandé ce qui se passait. C'était pas la fin du monde même. Puis j'ai vu la terreur dans les yeux des blessés, alors que la réplique est arrivée. Il y a eu près de 400 répliques
dans les mois qui ont suivi et un deuxième tremblement de terre aussi 15 jours après. D'une ampleur aussi importante Non, que alors le premier est toujours, important, c'était 7,8 sur l'échelle de Richter et ça a duré, 1 minute 20. C'est une éternité. mmh. Mais moi, j'étais indemne, donc j'ai mesuré la chance que j'avais et une énergie, incroyable m'a envahie et je me suis engagée sur place, pour aider. Je suis partie avec une équipe, de secouristes, notamment. À mon retour en France, différentes personnes ont été touchées par cette histoire. On s'est regroupés tous ensemble pour créer une association humanitaire, Jivana Népal, pour continuer à venir en aide, au peuple népalais ayant subi le tremblement de terre. Parce que de notre perspective, il y a le tremblement de terre et le drame. En Europe, on passe à un autre événement, enfin, je dirais même en Occident. Les drames s'enchaînent. Mais pour eux, là-bas, la reconstruction a pris des années. C'est encore le cas aujourd'hui. Et où en est, l'action humanitaire, aujourd'hui? Alors, dans cette action humanitaire, on a développé des liens forts avec un orphelinat, avec une ONG sur place. On a des contacts de Français et on a pu, dans les années qui suivaient, envoyer des bénévoles pour faire des actions locales. Après, les années Covid ont un peu anéanti notre action sur place. Notre trésorerie s'est épuisée. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup moins de temps à y consacrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à la recherche d'un successeur pour reprendre un petit peu les opérations, quelqu'un qui puisse faire vivre cette association. C'est bien noté. Alors qu'est-ce qu'un tel événement, assez rare, a changé dans ta vie après? Tout, vraiment tout. Et je dirais surtout ce que je qualifie de mon niveau basal de bonheur. Celui-là a augmenté et ça perdure encore aujourd'hui. Je pense que j'ai compris une chose essentielle, c'est l'acceptation. Et pour moi, je le vis comme une des clés de la sérénité. C'est le peuple népalais qui me l'a enseigné et j'ai été très impressionnée par, ce peuple qui a tout perdu d'un coup et qui repart. Ils ne sont pas vraiment dans la victimisation et eux, ils n'ont pas d'assurance, hein, pour les aider à reconstruire, leur maison. C'est aussi l'acceptation de la mort, hein. Ils sont vraiment dans cette attitude et l'acceptation, c'est un point, essentiel de l'action bénéfique de la méditation, ce que je comprendrai par la suite. Alors justement, en préparant, on a pas mal échangé au sujet de la méditation. Comment toi tu en es venu à méditer? Alors j'ai souffert pendant de nombreuses années de blessures, conséquences à la pratique d'activités sportives qui devenaient chroniques et cela m'a vraiment empêchée de vivre, hein. J'ai dû arrêter la pratique sportive qui était très importante pour moi. J'ai commencé à développer une attitude mentale, négative avec cette croyance que je ne pourrais pas guérir. D'ailleurs, je ne pouvais plus faire beaucoup d'activités. J'ai consulté les meilleurs spécialistes et j'ai fait tous les examens médicaux possibles, et imaginables. Sans trouver de solution, j'étais vraiment dans une errance médicale. Alors je suis allée voir, d'autres, praticiens de santé, je les appellerai comme ça et c'est comme ça que j'ai commencé à tester une technique apparentée à la méditation et en quelques mois, j'ai commencé à avoir des effets bénéfiques. Puis il y a eu ce premier voyage au Népal qui a été une véritable transformation. Puis d'autres voyages au Népal et en Inde se sont suivis. J'ai fait des rencontres, j'ai lu des livres, hein, je me suis intéressée un petit peu à ça. Et donc c'était le début pour moi d'un long voyage que je poursuis encore aujourd'hui. Par la suite, j'ai effectué un cycle de méditation pleine conscience, ça s'appelle le MBSR Mmh. en France. Et comme j'ai expérimenté un véritable changement physique et psychologique, sur moi, donc j'ai pu me remettre à faire du sport. J'ai réussi à faire des treks dans l'Himalaya toute seule, donc des treks de haute altitude. Donc j'ai vu vraiment un résultat. C'était un gros challenge, hein, physique et psychologique. J'avais besoin de reprendre confiance en moi, me dire que j'étais capable de le faire, et surtout le faire sans vraiment me mettre en danger. Mais Fabienne, si je fais un raccourci, tu me dis que parce que tu as médité et que tu as appris à le faire, tu as repratiqué une activité physique de haut niveau parce que, l'Himalaya, c'est pas une course de santé. Alors, c'est un peu ce que je dis et je voudrais justement peut-être vous parler de certains effets scientifiques de la méditation. Oui, c'est un peu raccourci, mais finalement, c'est un peu ça. Il n'y a pas que la méditation. La méditation m'a appris à changer d'autres choses dans ma vie. Et c'est au bout de plusieurs années,
et que j'ai réussi à reprendre en effet une activité physique, assez intense. Donc j'ai voulu en tant que scientifique explorer les effets de la méditation puisque j'ai pu, voir les effets réels sur mon corps et j'ai entrepris un diplôme universitaire de méditation de pleine conscience à la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre, donc quelque chose de très encadré scientifiquement. Ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience a été introduit en Occident par John Kabat-Zinn, c'est un Américain, donc introduit en 1979. Il en a fait bénéficier à l'époque des patients qui avaient des stress et dont les pathologies ne répondaient pas bien aux médicaments. Et ce fut bénéfique. Depuis, ça fait plus de 40 ans, on a 40 années d'études cliniques, derrière nous avec la méditation. Ça fait désormais partie des thérapies basées sur les preuves, puisque son efficacité a été démontrée dans de nombreuses pathologies, anxiété, dépression, troubles addictifs, douleurs, et cetera. De manière synthétique, pour vous donner peut-être quelques éléments scientifiques, importants, ce qui ressort de l'ensemble des publications internationales, ce sont des effets à la fois au niveau psychologique, au niveau neurologique et au niveau biologique. D'accord. Au niveau psychologique, très brièvement, il y a plusieurs composantes qui sont modifiées, dont la régulation des émotions. Qu'est-ce que c'est cette régulation? Ça passe par l'acceptation, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, et la réévaluation. Quand il vous arrive une expérience négative, au lieu de tout de suite la prendre comme quelque chose de dramatique, on réévalue et on lui donne moins d'importance. Comme ça que nous arrivons à réguler nos émotions. Au niveau neurologique, on peut voir que les personnes qui méditent ont un changement d'activité cérébrale. Grâce aux études de neuroimagerie et enregistrement de l'activité cérébrale, on peut relier les composantes psychologiques qui sont modifiées par la méditation aux différentes aires cérébrales et voir ces changements d'activité. D'accord. Or, ces aires cérébrales, elles sont reliées à toute une cascade d'événements dans notre corps, hein, qui va du cerveau jusqu'au système immunitaire. Il y a un axe neuro-endocrinien qui régule la réponse de l'organisme au stress, à la douleur, et c'est relié au système immunitaire. Donc, il y a un effet de double régulation entre le cerveau et le système immunitaire. Alors, je ne veux pas faire de raccourcis, mais aujourd'hui, les chercheurs étudient les effets biologiques de la méditation sur les marqueurs de l'inflammation, etc. Néanmoins, dans mon expérience, moi, je suis beaucoup moins malade qu'avant et je pense que certains d'entre vous ont pu remarquer que quand ils sont stressés, fatigués, ils ont plus tendance à tomber malades. Donc, je pense que cet axe du stress est quand même un petit peu à l'origine de ces phénomènes-là. Peut-être pour terminer sur la méditation, il y a un autre aspect scientifique intéressant. Il y a des résultats qui ont été obtenus par Elizabeth Blackburn. Elle a dirigé le prestigieux Salk Institute en Californie. Elle est prix Nobel, donc une femme, qui a montré que la pratique de la pleine conscience, méditation pleine conscience, avait un effet bénéfique sur nos télomères. Les télomères protègent notre ADN de la dégradation qui est induite par le stress et le vieillissement cellulaire. Donc là, l'idée, c'est que la méditation, hein, dans son article, pourrait avoir un effet protecteur contre le vieillissement. Nous pouvons entraîner notre cerveau à penser différemment et ainsi à mieux contrôler notre propre physiologie. Alors, la méditation, c'est un outil. Puis il existe beaucoup de pratiques méditatives différentes. Le jardinage, hein, peut être une pratique méditative. La Les... promenade en forêt, la Exactement, contemplation, de la exactement. nature. Toutes les formes d'introspection, le fait d'avoir une certaine attitude mentale, tout ça peut avoir des effets bénéfiques. Là, l'idée, c'est pas de dire tout le monde doit méditer, mais chacun doit trouver l'outil qui lui correspond. Très bien, c'est très clair. Et alors du coup, tout ce parcours, tes études scientifiques, tes découvertes, tes voyages, ta pratique de la méditation et l'impact que tu as vu sur ton corps t'ont amené à te questionner sur la façon, de se soigner et à t'investir dans le monde de la santé pour commencer à impacter ton écosystème. Effectivement, aujourd'hui, on développe des technologies toutes plus performantes les unes que les autres, alors que la technologie humaine est véritablement extraordinaire. Bon, néanmoins, les avancées dans les neurosciences nous ont permis d'étayer ce lien corps-esprit, donc le lien entre santé physique et santé mentale. Alors, forte de cette expérience personnelle et de mes investigations scientifiques, j'ai été amenée à considérer la santé différemment et à m'intéresser aux approches globales de santé, prendre conscience qu'il est indispensable de considérer l'homme dans toutes ses dimensions,
mentale, physique, sans oublier son interaction avec l'environnement. Aujourd'hui, on parle de déterminants de santé. Alors, ça nous vient du Canada. Les Canadiens, ça fait longtemps qu'ils s'intéressent aux déterminants de santé. Qu'est-ce que c'est? Ce sont l'ensemble des facteurs qui contribuent à notre santé. Donc, au-delà du soin médical, hein, qui est aussi un aspect important, notre génétique, notre environnement, notre comportement, c'est-à-dire activité physique, alimentation, je rajouterai attitude mentale, et nos facteurs socio-économiques contribuent de façon importante à notre santé. Alors que dans notre société, notre d'entrée vers la santé est médicale. Et aujourd'hui, on découvre tout ce pan complémentaire de déterminants de santé sur lesquels il est vraiment important de travailler. Donc si je comprends bien ce que tu dis, nous vivons, nous Français, dans un système qui a comme porte d'entrée la santé physique et tu parles des études canadiennes qui, eux, mettent la santé physique dans un tout, qui va chercher comment je vis d'un point de vue alimentaire, la pratique de sport, mon métier qui peut peut-être, être créateur de stress et cetera. C'est ça, C'est qu'il faut ça. comprendre de ton propos? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, nous, c'est pas que la santé physique, mais c'est l'aspect médical, on va dire, de la santé, avec Mmh. en effet une dissociation entre physique et mental, même si ça a tendance à s'atténuer aujourd'hui. Mais tout ça, c'est pas nouveau dans toutes les médecines traditionnelles, hein. Toutes les médecines traditionnelles sont dans une approche, globale de l'être humain. Mmh. Hippocrate, que l'on considère comme, le père de notre médecine conventionnelle, était lui dans une approche holistique. Il accordait une importance, particulière à l'alimentation. Et aujourd'hui, donc on le voit bien, il y a ce mouvement international humaniste autour de la santé. On parle aussi de santé intégrative. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi la médecine holistique? C'est quoi la santé intégrative? C'est un peu conceptuel. Santé intégrative, c'est l'association entre la médecine conventionnelle, donc notre médecine actuelle, et des thérapies, ce qu'on appelle thérapies complémentaires, ce que je pourrais qualifier maintenant de pratiques de santé, avec le patient acteur de sa santé et en tenant compte de l'environnement. Donc c'est très complet comme approche. Aux États-Unis, la médecine holistique, encore appelée donc intégrative, est une discipline qui est reconnue par leur académie de médecine. Des centres de santé intégrative ont vu le jour il y a déjà 40 ans. Ce sont des centres qui sont largement reconnus internationalement. Là-bas aux Aux États-Unis? États-Unis, oui. Il y a la Mayo Clinic notamment, le Duke Institute. Désormais, c'est introduit en Europe, spécialement la Suisse, l'Allemagne, je dirais l'Europe du Nord. Mais en France, on est un petit peu en retard. Qu'en est-il en France aujourd'hui? Comment tu qualifierais la stratégie, entre guillemets, «santé» française et quelles évolutions tu as constatées, depuis que tu as étudié? Alors en France, cette approche globale de la personne, on l'a surtout commencé avec le traitement du cancer, parce qu'on a quand même pris conscience depuis de nombreuses années que dans le cas de ces pathologies, l'aspect psychologique et l'hygiène de vie étaient très très importantes dans l'évolution de la maladie et le succès du traitement. La santé mentale est également devenue une priorité hein, dans notre stratégie nationale de santé. On est un petit peu encore dans la compartimentalisation, à santé mentale, santé physique, avec encore une fois notre système de soins comme référence. Alors, cependant, c'est vraiment en train de changer et je voudrais mentionner tout un réseau très actif d'associations, de sociétés savantes qui regroupent chercheurs, professionnels de santé, hein, dont des médecins et des pharmaciens, des citoyens, qui sont tous engagés dans la réflexion pour la mise en pratique de cette approche de santé intégrative. Sur les territoires, il y a des expériences qui fonctionnent hein, autour de l'intégration des soins. Donc, par exemple, les centres de santé intégrative, c'est un patient va arriver avec une problématique, il va être vu par un médecin qui va lui prescrire éventuellement un traitement médicamenteux, plus des soins complémentaires avec des thérapeutes de soins complémentaires qui peuvent être de l'acupuncture, de l'hypnose, etc. Ce qui manque aujourd'hui, c'est surtout l'intégration politique, notre référence restant notre système médical curatif conventionnel. Aujourd'hui, pour les maladies chroniques, hein, diabète, obésité, cancer, maladies cardiovasculaires, elles sont plurifactorielles. Elles ne trouvent pas entièrement de réponse hein, avec notre approche conventionnelle, enfin médicamenteuse.
Et on sait que le stress est un facteur important dans le déclenchement de ces maladies. Donc si on revient un petit peu au petit schéma que j'ai exposé tout à l'heure, hein, le lien entre le cerveau et les aires cérébrales jusqu'au système immunitaire, on voit que le stress est un facteur important et qui peut contribuer dans ces maladies. Et c'est là qu'intervient la prévention. Très bien. Donc, comme tu le dis, c'est là qu'intervient la prévention. Et bim, tu rejoins le groupe Impérial en tant que directrice de prévention plurielle. Alors, pourquoi est-ce que tu as rejoint Impérial? Ma formation initiale m'a donné des solides bases scientifiques. Mon chemin de vie m'a permis d'élargir mes connaissances et de changer de perspective avec une mise en pratique, hein. Je suis allée au-delà du concept de santé globale. Donc aujourd'hui, moi, je suis convaincue de la valeur de la prévention puisque je l'ai expérimenté. Je suis mon propre terrain d'investigation et j'ai ce désir d'aider les autres à aller plus vite dans leur cheminement parce qu'en ce qui me concerne, ça a pris beaucoup de temps. Donc si j'ai rejoint le groupe Impérial, c'est que je suis totalement alignée avec la vision de la santé qui est ancrée dans son ADN. C'est rendre l'adhérent acteur de sa santé dans un processus de prise de conscience et de responsabilisation, tout en étant, nous, groupe Impérial, présents dans les différents moments de vie et notamment les périodes difficiles pour aider et accompagner. La prévention n'est pas une option chez Impérial. Nous étudions l'état de santé de nos populations, répondons à leurs besoins en menant des actions de terrain et en proposant un accompagnement personnalisé qui est un véritable coaching santé. La prévention, je dirais, c'est la santé. C'est pour éviter notamment l'impact physique du stress, hein, qui est très présent dans les différentes populations, que ce soit auprès des agents publics ou des jeunes. Ah, il y a la prévention par le sport, l'alimentation, le sommeil. Ce sont des thématiques que nous abordons fréquemment pour que chacun puisse être dans les meilleures conditions et préserver son capital santé. Merci Fabienne. Nous arrivons au terme de ce moment passionnant passé ensemble. J'ai 1000 questions, mais il va être temps de conclure. Qu'est-ce que tu souhaites que ceux et celles qui nous ont écoutés retiennent de cette conversation? Avec quoi tu voudrais que chacun reste? Et plus particulièrement, qu'est-ce que tu voudrais que les femmes qui nous écoutent retiennent de notre échange? Ah, je voudrais partager une vieille légende hindoue. Celle-ci raconte qu'il eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que le maître des dieux, Brahma, décida de leur ôter leur pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le trouver. Le problème fut donc de trouver une cachette pour ce pouvoir divin. Alors il réunit un conseil pour résoudre ce problème. Les conseillers proposèrent ceci: enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit: cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les conseillers répliquèrent: dans ce cas, jetons le pouvoir divin dans le plus profond des océans. Tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour il le trouvera et le remontera à la surface. Alors mettons-le au sommet de la plus haute montagne. Brahma répondit: un jour l'homme escaladera et ira sur le toit du monde. Désespéré, le conseil de conclure: nous ne savons pas où le cacher, car il ne semble pas exister d'endroit sur cette terre ni dans la mer que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit: voilà ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où l'homme ne pensera jamais à aller la chercher. Depuis ce temps, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la Terre. Il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Il y a beaucoup d'émotions en partageant cette légende que je trouve magnifique parce qu'elle illustre parfaitement que nous avons en nous, toutes et tous, un pouvoir et notamment ce pouvoir de guérison. Bien sûr, à chacun son cheminement, à chacun ses outils. C'est pourquoi Prévention Plurielle propose à ses adhérents et à leurs ayants droit un accompagnement qui leur permet de reprendre le contrôle de leur santé, de leur vie, en se reconnectant à eux-mêmes et en mettant en place un plan d'action si nécessaire. Au-delà des agents de la fonction publique et du monde de la jeunesse, c'est une contribution pour la société, pour notre santé à tous. Qu'est-ce que tu voudrais que les femmes qui nous ont écoutés retiennent de cette légende, de notre échange? Qu'elles prennent soin d'elles. Les femmes sont beaucoup présentes pour les autres. Je pense elles aident beaucoup. Elles ont tendance à s'oublier, donc elles prennent soin d'elles, puisque santé mentale, santé physique sont liées.
Donc des petites choses, des petits changements pour leur permettre de préserver ce capital santé pour qu'elles puissent vivre pleinement leur vie personnelle et professionnelle. Comme dans l'avion, mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur son enfant. C'est exactement cela. Merci Fabienne pour ce moment que nous venons de partager. Merci Mélanie. À travers ton témoignage, tu nous as permis de découvrir l'impact de prévention plurielle au-delà de nos adhérents et sa place dans les enjeux de santé publique. Merci Fabienne. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré. J'ai hâte de vous retrouver bientôt pour un prochain épisode pour vous faire découvrir des nouveaux projets et des nouveaux talents du groupe Intériel.